Nous sommes aujourd'hui à l'Institut de la Famille. Au sein du Collège des Bernardins, l'Institut de la Famille apporte une formation pastorale et un soutien à tous les moments et à tous les âges de la vie en famille. Et aujourd'hui, nous nous adressons particulièrement aux aînés, aux seniors, à vrai dire à tous ceux que notre société consumériste ne met pas en avant puisque les critères imposés voudraient faire croire que l'on reste jeune et dynamique toute sa vie. Vieillir, une étape de sa vie. Tel est le thème de notre rencontre ce jour et je suis particulièrement heureux d'accueillir le docteur Guillaume Besse de la Faculté de médecine de Paris. Vous êtes médecin généraliste, membre de la Société de gériatrie et de gérontologie d'Île-de-France et vous exercez en libéral depuis 24 ans avec cette orientation particulière gérontologique à domicile. Docteur, ce n'est pas pour une consultation collective et télévisuelle que je vous ai invité, mais fort de votre pratique pour que vous nous aidiez à comprendre cette étape de la vie sous ses aspects physiques, relationnels et spirituels. Une étape mal vue, angoissante, puisque par nature, l'étape qui la précédait était apparemment plus valorisante. Merci donc de votre éclairage. Pour nous qui sommes rassemblés ici dans le grand auditorium du Collège des Bernardins à Paris, comme pour les nombreux téléspectateurs de KTO qui se joignent à nous, vieillir, une étape de notre vie. Merci mon père. Je suis ravi encore une fois d'être parmi vous, surtout en ces lieux tout à fait impressionnants. Les Bernardins, encore une fois, comment dirais-je, vont être aujourd'hui effectivement le siège de ce débat entre nous sur cette étape essentielle qui est l'avance en âge. Mieux vieillir, à quoi ça correspond? Est-ce que de mon côté, en tant que retraité, je peux être quelqu'un qui peut avoir des outils pratiques qui me permettront ainsi de pouvoir progresser, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, en âge et en forme, pour reprendre des termes bien modernes et bien à l'époque, et bien enfin, du moins à la mode aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire de façon synthétique? Nous avons à peu près 1 heure pour débattre sur le sujet. Je crois qu'aujourd'hui, l'information des retraités est effectivement nécessite en tous les cas de vous donner des axes de réflexion, d'information importants, puisque l'on sait qu'en région Île-de-France, seulement un retraité sur 5 s'estime bien informé de savoir justement comment de mon côté je peux progresser en âge et en forme, pour prendre encore une fois des termes modernes, et également et surtout comment je peux de mon côté assurer, me donner toutes les chances de rester à mon domicile. C'est une grande question que vous vous posez souvent, c'est de mon côté, moi comme retraité, j'ai dans cette nouvelle étape de ma vie des objectifs précis. Comment de mon côté je vais être quelqu'un qui va tout simplement rester à mon domicile? Comment je vais essayer de ne pas être un poids pour mes enfants? Ça, vous le revendiquez souvent. Et comment également je vais de mon côté essayer qu'on me laisse tranquille le plus longtemps possible. Encore une fois, votre autonomie vous paraît, et à raison, tout à fait essentielle. Ces objectifs sont bien connus et pour quiconque fait et tente de faire de la gérontologie, ce sont des objectifs tout à fait essentiels à naturellement respecter. Alors comment peut-on arriver dans cette étape de la vie qui est l'avance en âge à réussir cette étape et à ne pas être quelqu'un qui soit peut-être un peu miné de temps à autre par des termes qui circulent souvent, que sont aujourd'hui l'isolement social, la perte d'autonomie, le handicap, voire même la mise en institution? Comment, au contraire, positiver, à l'inverse, si vous le voulez bien, cette avancée en âge, comme on dit aujourd'hui? Quels sont les outils? Est-ce que c'est difficile? Pas facile? Bref, on va voir ça ensemble avec grand plaisir. Ça va être un petit peu le plan de ma modeste intervention. Alors, je voudrais encore une fois rappeler que je vais vous donner, si vous voulez bien, un guide de bonne pratique personnelle, si vous me permettez de le faire, qui vous permettra ensuite, tranquillement, et je le répète volontiers, d'en discuter avec vos médecins traitants en particulier. Il ne faut pas que cette information d'aujourd'hui reste isolée. N'hésitez pas à parler à vos médecins traitants de ce que vous aurez entendu, d'autres sources d'informations pour finalement vous construire votre propre plan finalement d'action pour réussir cette avancée en âge. Il y a plein d'outils à mettre en œuvre et on va les voir les uns après les autres. Alors on va commencer par un aspect essentiel qui n'est pas médical, c'est justement la prévention de l'isolement social. C'est un sujet essentiel puisqu'aujourd'hui, on sait qu'en matière de santé publique, la dépendance des retraités est avant toute chose due à l'isolement social. Pas un problème médical, un problème social. Alors comment de votre côté ne pas vous faire piéger par un éventuel isolement social qui peut très bien arriver lorsque un retraité, bien entendu, voyant ses enfants quitter le domicile depuis quelques années, a
affronté malheureusement aussi parfois au veuvage, et quelqu'un qui a aussi des amis qui, de leur côté, soit vont rejoindre leurs enfants en province, soit malheureusement nous quittent. Ce retraité voit ainsi tout un ensemble de repères environnementaux et sociaux s'effondrer les uns après les autres, du moins parfois, sévèrement s'effriter. Donc la première parade, je crois, essentielle, le premier outil de prévention, c'est impérativement de se dire où est-ce que j'en suis en matière de mon implication dans, par exemple, le tissu associatif, quel qu'il soit. On a pu démontrer en effet qu'un retraité qui est vraiment impliqué dans sa vie de tous les jours, en tout cas hebdomadaire dans au moins une association, est quelqu'un qui se donne d'une part toutes les chances de garder toutes ses fonctions intellectuelles. Et c'est votre premier souci de santé, ça, garder toute ma tête pour parler français. Deuxième point, le fait d'être impliqué ainsi dans des activités diverses et variées, solidaires, permet à ce même retraité, c'est bien prouvé, de majorer ses chances de rester à son domicile. Je fais ici référence à un des droits qui est inscrit dans la Charte européenne des droits des retraités au niveau européen, qui figure bien et qui indique qu'un retraité doit avoir son droit à choisir son lieu de vie et son mode de vie, encore une fois, respecté. C'est tout à fait essentiel d'y penser. En tous les cas, être quelqu'un qui a des activités sociales diverses et variées est essentiel, même à 90 ans. Quel est le problème? Encore une fois, pour se donner toutes les chances de garder toute sa tête, se donner toutes les chances de rester à son domicile, mais également de faire une prévention efficace de la perte d'autonomie. Retenez bien cela. Et pour cela, pour remplir cet agenda qui pour vous est essentiel, vous l'avez vu, de multiples endroits, lieux d'information sont à votre disposition pour remplir cet agenda, pour rester naturellement tout à fait occupé. Je ne dis pas stressé, débordé, j'ai pas dit ça, mais occupé, c'est essentiel. Un autre élément essentiel, encore une fois, de mon côté, dans cette étape de la vie, la réussir, cette avance en âge, qu'est-ce que je dois faire d'autre? Je dois aussi, naturellement, penser à d'autres facteurs essentiels, notamment sociaux. Et je suis souvent frappé par le fait que les retraités en France n'ont pas assez souvent accès à des acteurs sociaux importants que sont en particulier les CLIC. Vous connaissez les CLIC, ce nom-là, ça vous dit rien? Les CLIC, ce sont des centres locaux d'information et de coordination. Centres locaux d'information et de coordination. Ce sont des acteurs sociaux qui viennent relier ce qu'on appelle également les CCAS, c'est-à-dire centres communaux d'action sociale. Vous me suivez, ça va? Centres communaux d'action sociale. Ces deux grands acteurs sociaux ont l'immense privilège de venir informer un retraité qui, de ce côté, veut que cette étape de sa vie se passe bien et, dans ces conditions, vient se renseigner sur l'ensemble des modalités sociales, cette fois-ci, qui lui permettront de pouvoir y parvenir. Par exemple, un CLIC ou un CCAS peut vous recevoir quand vous le souhaiterez, je dis souvent à froid, tranquillement, sans se presser, sur, par exemple, un domaine essentiel qui est l'aménagement de votre habitat. Ça, c'est quelque chose d'important. On sait qu'aujourd'hui, seulement 2% des retraités en France ont aménagé leur habitat face à l'avance en âge. Réussir son vieillissement, c'est aussi penser à son habitat, qui est un lieu, malheureusement, qui peut générer des chutes. Nous en parlerons tout à l'heure, si j'ai le temps, mais je l'espère. En tous les cas, renseignez-vous auprès des CLIC ou des CCAS, voire même, bien sûr, au niveau des services sociaux de vos caisses de retraite, qui sont autant d'acteurs qui viendront vous renseigner. Sachez, par exemple, qu'il existe dans chaque conseil général un pacte ARIM. Vous ne connaissez pas ce nom-là, le pacte ARIM? C'est un acteur très important qui dispose de fonds permettant à un retraité, en fonction de ses ressources, d'aménager son habitat pour une prévention efficace des chutes. Renseignez-vous, à telle enseigne que des pactes ARIM peuvent, par exemple, un simple exemple, parce que malheureusement notre temps est tout à fait compté, et c'est normal, le pacte ARIM, par exemple, pourra, pour un retraité qui peut en bénéficier, pourra de ce côté verser 80% de la dépense totale de la mise en place de stores électriques pour un retraité qui, vous le savez, peut avoir une atteinte, ce qu'on appelle une épaule vieillie. C'est tout à fait important en matière de dignité de ce retraité, de sa qualité de vie. Ne vous laissez pas piéger par, encore une fois, ces informations qui ne vous sont pas données. Partez à la pêche aux informations et les CCAS et les CLIC vous aideront grandement pour cela. Ils existent que pour ça, d'accord? Donc n'hésitez pas à les contacter. Qui pourra aussi vous renseigner, par exemple, sur d'autres données, en particulier des termes importants qui ne concernent pas directement des retraités de votre âge, car vous êtes très jeune, mais après, notamment ce qu'on appelle les mandataires de protection future, terme juridique important qui vous permettra de désigner, alors que vous allez très bien aujourd'hui, la personne qui pourra vous aider, que vous aurez choisi et qui ne vous sera pas, donnée, donnée par un juge dans le cadre d'un jugement, encore une fois, juge des tutelles,
bien, ce mandataire de protection futur est cette femme ou cet homme que vous aurez choisi qui viendra vous accompagner dans les moments où vous ne pourrez plus éventuellement exprimer votre volonté. Renseignez-vous sur cet aspect tout à fait essentiel, d'accord ? Donc ça, c'est pour l'aspect un petit peu social. Et je crois qu'encore une fois, un retraité qui, de ce côté, veut ne pas être piégé par différents événements environnementaux qui pourraient venir polluer, si vous voulez, son avancée en âge, son bon vieillir, son bon vieillissement, eh bien, c'est quelqu'un qui va forcément se renseigner auprès d'un CLIC ou d'un CCAS. D'accord ? Quand vous voudrez, il y a rien d'urgent, mais faites-le si vous le souhaitez, c'est important. Troisième chose importante pour naturellement avancer en âge, comme on le dit aujourd'hui, de façon sereine, de façon tranquille, bref, de minimiser les pièges qui peuvent me tomber dessus en tant que retraité, c'est bien sûr l'aspect médical. Et en la matière, il y a naturellement tout un guide de bonnes pratiques personnelles que vous devriez naturellement maîtriser. Alors, dans ce domaine, il y a des pièges sur lesquels il faut vraiment insister dans ce pays. D'abord, les risques de dénutrition, ensuite les risques de déshydratation, ensuite les risques de chute, j'en ai parlé, et pour terminer, les risques d'erreurs médicamenteuses. Autant d'éléments qui font qu'un retraité qui veut rester tranquillement chez lui se doit de bien maîtriser avec les bons outils. Alors, encore une fois, en donnant l'essentiel, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur chacun de ces différents paramètres ? Concernant d'abord la prévention de la déshydratation, il faut savoir en effet 5 explications assez rapides que lors de l'avancée en âge, eh bien, certaines cellules du tronc cérébral qui se trouvent ici à la base du cou ont comme mission à tout âge de repérer une éventuelle déshydratation du corps humain. Il se trouve que ces cellules sont moins opérationnelles et moins réactives, encore une fois, et on ne peut pas vous en vouloir lorsque le vieillissement commence évidemment à s'installer. Dans ces conditions, une petite déshydratation peut commencer à apparaître et pour autant, ce retraité ne va pas boire assez. D'accord ? Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est partant de là, retenez que vous pouvez très bien vous faire piéger par, encore une fois, cette absence de soif. Donc, ce qu'on peut vous dire en pratique, c'est n'hésitez pas à boire sans avoir soif. Et pour ne pas oublier de boire, un petit truc, encore une fois, que je peux vous donner comme ça, si vous voulez, c'est de réfléchir à l'idée, parce que c'est vous qui décidez, personne d'autre. Mais c'est réfléchir à l'idée que vous puissiez mettre dans vos maisons, dans vos appartements, dans différentes pièces, des petites bouteilles de 50 centilitres d'eau qui permettront ainsi qu'en passant devant la bouteille, ah oui, c'est vrai, il faut que je boive un demi-verre d'eau. C'est plus confortable à boire qu'un verre d'eau entier. D'accord ? Ça permettra de faire une hydratation correcte et régulière, tout à fait essentielle pour éviter une déshydratation. Il n'y a pas seulement dans les problèmes médicaux graves qu'on peut voir une déshydratation, ça peut encore une fois arriver, là aussi, en dehors de la canicule naturellement, ça peut arriver en plein hiver pour un retraité qui, de ce côté, s'hydrate mal, tout simplement. D'accord ? Autre élément important, c'est la prévention de la dénutrition. En effet, des retraités peuvent avoir un mauvais vieillissement et donc être confrontés à une mauvaise gestion de cette étape de la vie parce que, une dénutrition a commencé à pointer le bout de son nez. La dénutrition ne s'installe pas en une heure, ça demande des mois pour s'installer, des semaines en tous les cas, et ça consiste finalement, pour parler peu mais bien, à l'apparition dans le sang de carences nutritionnelles. C'est-à-dire que dans le sang, principalement, pour parler simplement, et pour prendre les plus fréquentes des dénutritions, vous avez une diminution du taux de protéines dans le sang et du taux de fer dans le sang. Ça a des conséquences essentielles pour la qualité de vie d'un retraité qui, de ce côté, a autre chose à faire. Cette dénutrition, en effet, par une carence en protéines dans le sang, je ne voudrais pas être trop compliqué, mais c'est important que vous soyez au courant de ces différents éléments de physiologie, si vous voulez. C'est important, sans trop compliquer les choses. Mais une dénutrition protidique a des conséquences non négligeables. Par exemple, le fait que vous ayez moins de protéines dans le sang, du fait d'une dénutrition débutante, vous rend plus fragile face aux infections. Car en effet, les protéines participent à la construction de ce qu'on appelle les immunoglobulines. J'en dirai pas plus. Le fait d'avoir un taux de protéines qui diminue dans le sang est également fâcheux pour un organe essentiel du corps humain qui est l'os. En effet, la trame de l'os, la base même de l'os, est bourrée de protéines dans les travées osseuses, pour parler simplement. Donc une carence en protéines peut aussi favoriser naturellement des fractures, même pour des chutes tout à fait banales de sa hauteur. D'accord ? Donc le fait de bien s'alimenter en protéines est essentiel. En fer également, il se trouve que les aliments qui apportent classiquement les protéines et le fer en même temps, c'est facile à retenir. Vous avez les viandes, les poissons, le blanc d'œuf, pas le jaune, le blanc d'œuf, et les produits laitiers. Un retraité de ce côté qui veut se mettre à l'abri, d'une dénutrition, doit penser à prendre régulièrement de la viande, du poisson, du blanc d'œuf et des produits laitiers très régulièrement. D'accord ? C'est important. Si on a le temps, on parlera un petit peu des quantités à mettre dans l'assiette. Si encore une fois, j'en ai le temps, mais ce sera avec plaisir.
En tous les cas, méfiez-vous de la dénutrition parce que ça peut apparaître pour des facteurs tout à fait bien classiques et un piège qui peut se refermer sur vous avec des facteurs favorisants connus. En particulier, le fait qu'avec l'âge, on peut observer une diminution du goût et de l'odorat. C'était d'ailleurs le sujet d'un prix Nobel de médecine récemment, il y a quelques années. Et le fait d'avoir un goût et un odorat qui s'estompent, arrive à ce moment-là à modifier la perception du goût de mes aliments, proposant parfois et aboutissant parfois à une mauvaise perception de satisfaction finalement des aliments lorsque je m'alimente. Donc pensez bien à mettre des épices, à mettre un petit peu de sel dans votre alimentation, sauf si votre médecin vous l'interdit. Méfiez-vous des régimes auto-prescrits, méfiez-vous de cela. Encore une fois, des retraités se trouvent comme ça parfois avec des pertes d'appétit parce qu'ils souhaitent se priver de sel, sans avis médical. Ne vous faites pas piéger par cela. Mettez donc ce qui peut donner l'onctuosité aussi à vos aliments, de telle façon à ce que dans le futur, vous ayez plaisir à, encore une fois, manger ce que vous mangez, c'est important. Faites attention aussi à ne pas vous faire piéger par les prothèses dentaires. Je rappelle qu'une prothèse dentaire peut parfois être amenée à générer parfois des douleurs dans la bouche lorsque ces prothèses deviennent mal ajustées. Ce n'est pas à cause naturellement de vous-même, mais c'est parce que l'ostéoporose modifie la structure même des gencives, aboutissant ainsi à des conflits entre les prothèses et naturellement les gencives. N'hésitez pas à en reparler avec votre chirurgien dentiste, de telle façon à ce qu'il toujours vous donne des prothèses tout à fait ajustées à vos gencives, c'est tout à fait essentiel. Pensez aussi à, si vous ressentez parfois, ne vous faites pas piéger par cela aussi, si après un repas, vous ressentez une pesanteur de ce repas, une mauvaise digestion, parlez-en à votre médecin traitant, car des retraités parfois traînent un petit peu à en parler alors qu'ils ont ce qu'on appelle des hernies hiatales, c'est-à-dire que la partie haute de l'estomac, pour synthétiser, remonte un petit peu à travers le diaphragme dans le thorax, provoquant ainsi des remontées, si vous voulez, d'acidité dans l'œsophage, ce qui donne, et c'est normal, une gêne, encore une fois, à la digestion tout à fait notable. Encore une fois, tant que j'y le recours aussi à son médecin ne doit pas être systématique, bien sûr. Il n'est pas question de dire ici d'appeler son médecin au moindre problème, mais néanmoins, je crois qu'un retraité qui veut réussir son avancée en âge, cette étape essentielle de la vie, qui a plein de projets à réaliser, doit être quelqu'un qui ne doit pas hésiter à savoir communiquer avec son médecin traitant. Et dans ces conditions, vous rappelez que, et le père le disait tout à l'heure, il n'y a jamais de sotte question, d'accord ? Donc les questions, encore une fois, vous poserez sont forcément intéressantes, et un retraité qui va alerter son médecin, de cette chaîne alimentaire qui petit à petit ne lui donne que peu d'envie à aller s'alimenter parce que sinon ça risque vraiment d'être inconfortable, doit encore une fois être traité. Il y a des traitements pour ça. Ne vous faites pas piéger par cela. Autre élément de cette prévention de la dénutrition, c'est de penser aussi à un phénomène très important sur lequel je voudrais, mon père, si vous me le permettez, en parler 2 minutes. C'est la prévention des syndromes dépressifs dans ce pays. C'est essentiel car aujourd'hui, on sait qu'un retraité peut voir son vieillissement, son avance en âge, complètement pollué par une dépression tout à fait sournoise et bâtarde qui serait en train tranquillement de s'installer et de perdurer. On sait qu'aujourd'hui, du moins on pense qu'aujourd'hui, il y a à peu près au moins 3 millions à 4 millions de retraités qui sont dépressifs dans notre pays. Et on sait qu'en moyenne, et c'est assez inquiétant, 60 à 70% des retraités qui sont déjà touchés par une dépression ne savent pas forcément qu'il s'agit bien de cela et qu'il faut donc en parler à leur médecin traitant. Aujourd'hui, vous savez que beaucoup de retraités se disent fatigués. Il n'est pas question que les retraités soient fatigués parce qu'on a énormément besoin de vous. Vous savez qu'aujourd'hui, 70% des présidents d'associations sont par définition des retraités. Vous représentez, encore une fois, et oui, vous avez un rôle social colossal. 70% des présidents d'associations en France sont des retraités. Donc il faut pour cela être disponible. Et en ce sens, lorsque de mon côté je suis confronté à tous ces problèmes-là, encore une fois que je viens de citer, tous les projets qui sont les miens pourraient éventuellement s'effondrer. Quoi qu'il en soit, pensez bien, encore une fois, à savoir, j'en parle à l'instant, dialoguer avec votre médecin, lui poser toutes les questions qui vous semblent utiles, car vous aurez à ce moment-là une confirmation un petit peu, une personnalisation, encore une fois, de tous ces conseils que nous avons ici aujourd'hui. Que vous dire encore sur la prévention de la dénutrition ? Pensez aussi, encore une fois, pour cette dépression, à savoir la reconnaître. C'est essentiel, nous en étions là. Cette dépression, encore une fois, c'est relativement un petit peu simple de la dépister pour un retraité. Ne vous faites pas piéger. Comment je peux deviner que j'ai une éventuelle dépression ?
Il y a souvent un événement déclenchant, bien entendu, c'est clair, mais pas toujours. Et puis, depuis quelque temps, je m'aperçois que je suis quelqu'un qui présente des idées de tristesse. Je me sens un petit peu ralenti. Je suis fatigué. Alors ça, c'est une phrase fréquente, tellement banalisée qu'aujourd'hui, des retraités authentiquement fatigués ne savent pas qu'ils sont dépressifs et ramènent cette fatigue. Il paraît, docteur, que c'est normal qu'à nos âges. Non, pas du tout. Un retraité, quelqu'un qui doit conserver, j'en parlais, ce dynamisme essentiel pour mener à bien tous ses projets, s'impliquer, comme je le disais, et la fatigue peut être un magnifique piège qui peut limiter, encore une fois, les projets qui sont les vôtres et surtout être le signe d'une dépression. Alors, typiquement, un retraité dépressif est quelqu'un qui est ralenti, qui a une tristesse, qui présente des idées un petit peu noires depuis quelque temps, tout à fait inhabituelles, et qui, en plus de ça, peut perdre l'appétit, peut voire même parfois, lorsque le diagnostic n'est pas posé, parce que ce retraité n'en parle pas forcément, eh bien, aboutir à des pertes de dignité absolument, encore une fois, terrifiantes. Il n'est pas question que vous fassiez piéger par cela. Avancer en âge, positiver, encore une fois, cette étape de la vie, passe par le fait de savoir dépister une dépression et ne pas hésiter à en parler à votre médecin traitant, c'est essentiel. Que vous dire encore sur la prévention de la dénutrition? Pour conserver cet appétit, c'est bien entendu de toujours, si vous le pouvez, prendre vos repas et naturellement accompagnés. Quand des retraités, malheureusement, sont seuls dans leur salle à manger ou dans leur cuisine, petit à petit, c'est un facteur qui peut favoriser la perte d'appétit. Donc n'hésitez pas, à travers cette implication dont je vous parlais, mais c'est vous qui décidez encore une fois, eh bien pourquoi pas réfléchir à l'idée de, au niveau des différentes personnes que vous rencontrez dans le tissu associatif, à pouvoir inviter ces personnes à venir déjeuner chez vous, ou à l'inverse, encore une fois, programmer finalement des repas où vous serez le moins seul possible. On sait très bien qu'un retraité seul est un retraité qui souvent a des chances de s'alimenter moins convenablement. C'est tout à fait essentiel. Il y a d'autres paramètres qui expliquent ces dénutritions, bien sûr des maladies aussi, mais je ne suis pas là pour en parler. Votre médecin traitant gérera ça tout à fait convenablement, bien entendu. Mais néanmoins, ces facteurs environnementaux, ces petits pièges peuvent s'ajouter les uns aux autres et aboutir petit à petit à des pertes d'appétit qui peuvent être, encore une fois, très problématiques par la suite. Ne vous faites pas piéger par ça et retenez encore une fois ces modestes conseils. Nous avons parlé de la déshydratation, de la dénutrition. Comment réussir, encore une fois, cette étape de l'avance en âge de façon digne, avec une bonne qualité de vie? C'est aussi de penser naturellement à un phénomène essentiel qui est celui du médicament. On sait qu'en France, eh bien, nos retraités prennent plus de médicaments qu'à l'âge de 30 ans, ça paraît évident, puisqu'ils présentent, ils n'y peuvent rien, plus de pathologies qu'il faut soigner, c'est évident. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sait que, vous le savez sans doute, 20% des retraités en ce moment hospitalisés y sont à cause du médicament. On sait, oui, absolument. On sait également que les médicaments sont des substances, comme vous le savez, actives, qui peuvent donner des effets secondaires chez un retraité, parce que, pour différentes raisons, le médicament est peut-être d'abord mal prescrit, mais surtout et avant tout parce qu'il est mal manié. Il est important de votre côté de ne pas vous faire piéger par le médicament. Et dans ces conditions, pour garder cette capacité à pouvoir raisonner, à avoir un organisme qui soit à votre disposition, les effets secondaires des médicaments sont des entités parfaitement importantes à bien connaître. N'hésitez pas, par exemple, d'un point de vue pratique, à demander à votre médecin traitant sur n'importe quel médicament qui est le vôtre, et il vous répondra avec grand plaisir à l'idée de, eh bien, comment dirais-je, de demander les principaux effets secondaires. C'est tout à fait essentiel. N'hésitez pas, lorsque vous lisez la notice, à demander à votre médecin traitant, mais tenez docteur, il y a marqué œdème des membres inférieurs. C'est fréquent, c'est pas fréquent, qu'est-ce que je dois en penser? Ne soyez pas affolés par ces notices qui sont un respect des droits des usagers, comme on dit, qui doivent connaître ces effets secondaires. N'hésitez pas à demander des compléments, soit votre médecin, soit votre pharmacien, à propos de ces effets secondaires. En tout cas, pour le bon usage du médicament, c'est une entité essentielle. Par exemple, on sait bien qu'un retraité qui, de ce côté, veut se donner toutes les chances de réussir cette étape de la vie qui est le vieillissement, doit impérativement bien prendre convenablement son médicament contre l'hypertension et contre le mauvais cholestérol. Ça, c'est essentiel puisque l'on sait que ces deux problèmes de santé que sont les hypertensions déséquilibrées, il semblerait que ça concerne presque 70%, pardonnez-moi, presque 50% des hypertendus en France, ce qui est absolument incroyable. Une hypertension artérielle déséquilibrée et un taux de cholestérol, encore une fois, mal contrôlé, notamment parce qu'un régime n'est pas suivi, eh bien, sont des facteurs, et c'est bien démontré, de risque d'atteinte, encore une fois, cérébrale. Et vous tenez énormément à votre cerveau, nous l'avons dit tout à l'heure. Il est donc essentiel que l'ensemble, et surtout l'hypertension artérielle, surtout sur le plus haut chiffre,
eh bien, que cette hypertension artérielle soit bien équilibrée. Donc, prenez bien vos traitements contre l'hypertension. C'est essentiel, encore une fois, pour protéger votre cerveau. C'est ne serait-ce que, je pense, un argument essentiel. Le cholestérol aussi, nous l'avons dit, est un facteur de risque important. Donc n'hésitez pas, pour réussir aussi à cette étape de la vie essentielle qu'est l'avancée en âge, à bien gérer ces traitements. Et si par malheur, vous ne saviez plus très bien si, je ne sais plus si j'ai pris mon cachet ce matin, je ne sais plus très bien, n'hésitez pas à demander à votre médecin d'étudier la possibilité que vous ayez un pilulier, un semainier, qui n'est pas réservé qu'aux centenaires en France. Des retraités qui, de leur côté, veulent ne pas être, encore une fois, confrontés aux effets secondaires des médicaments, je pense, ont intérêt à avoir ce type de pilulier qui leur permet tranquillement de faire leur traitement pour la semaine et après de ne plus être embêtés par le fait de savoir si j'ai pris ou non ce type de traitement. Vous voyez, souvent le monde du handicap, qui est une autre situation, dit aidez-moi à m'adapter à ce monde environnant, de telle façon à ce que ma dignité soit respectée, ma qualité de vie soit au rendez-vous. Tous les conseils très pratiques que je vous donne restent dans cette optique, dans cet objectif. Vous aider à mener à bien tous les projets qui sont les vôtres sans être embêté par des médicaments, des déshydratations, des machins et des bidules. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez autre chose à faire, nous sommes d'accord. Que vous dire encore sur les médicaments? Je crois que je vous dis l'essentiel. On parle beaucoup des génériques à l'heure actuelle. Encore une fois, il faut bien rappeler que ces médicaments génériques sont des médicaments que votre médecin pourra très bien vous commenter sans aucune difficulté. Je ne suis pas ici, parce que le temps qui m'est imparti est tout à fait cerné, vous faire tout un laïus sur les génériques, mais néanmoins, il est important de rappeler que, encore une fois, ces médicaments génériques sont aussi bien surveillés par le ministère que les médicaments dits princeps, qu'ils souhaitent, encore une fois, substituer. C'est important que vous le sachiez. Des faux amis circulent sur les génériques, etc., qui font qu'un doute s'installe quelque peu. Il faut de votre côté ne pas hésiter, parce que je ne peux pas en parler ici en détail, à questionner votre médecin sur les génériques qu'il peut vous donner, car il est vrai que ces génériques changent souvent les habitudes de certains retraités qui parfois peuvent éventuellement ne plus très bien savoir très précisément comment gérer ces médicaments. Votre pharmacien aussi est cette profession qui saura vous répondre avec grand plaisir à toutes ces questions. Vous savez que dans ces deux lieux que sont le cabinet médical, je vais y arriver, et l'officine du pharmacien, se trouvent des dictionnaires du médicament qui vous permettront, encore une fois, d'être tout à fait à l'aise, encore une fois, sans être un expert en pharmacologie, répondre à toutes vos questions concernant l'usage de ces médicaments. D'accord ? On a parlé de la dénutrition, la déshydratation, des problèmes posés par les médicaments. Maintenant, grand sujet, c'est la prévention des chutes. Alors ça, c'est quelque chose d'essentiel parce qu'aujourd'hui, on sait qu'un retraité tombe en moyenne 3 fois par an. En moyenne, certains plus, certains moins, bien entendu. Et ces chutes, malheureusement, peuvent amener à des fractures. Vous avez autre chose à faire que de vous casser le col du fémur. Cet os que vous savez qui se trouve au niveau de la cuisse et dont la partie haute, le col du fémur, rentre dans l'os du bassin. Cette fracture du col du fémur, il faut en parler parce que l'année dernière, encore une fois, environ 65 000 ont été opérés dans ce pays. Il faut savoir que la fracture du col du fémur est un élément, est un piège qui, de ce côté, peut venir gêner votre souhait de réussir cette avancée en âge, ce bon vieillissement. En effet, une fracture du col du fémur, dans 60% des cas, peut faire côtoyer la dépendance 6 mois plus tard. D'accord ? La dépendance, je vous rappelle, tout le monde en parle, qu'est-ce que c'est? C'est le fait pour un retraité d'être dans une situation médico-sociale où des tierces personnes viennent à votre domicile pour vous aider. D'accord? Vous, ce que vous souhaitez, c'est garder évidemment la liberté de faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Je pense que tout le monde est d'accord. Bien. Et dans ces conditions, identifier les facteurs de risque de dépendance est important parce qu'en mettant une prévention en place, ça me permet de faire reculer le plus tard possible cet aspect des choses qui ne m'intéressent pas. Et donc la fracture du col du fémur fait partie de cette prévention tout à fait essentielle. Un col du fémur peut rendre dépendant dans un pourcentage de cas qui est vraiment préoccupant aujourd'hui. Alors docteur, comment je fais pour faire une prévention des fractures du col du fémur? Ça ne m'intéresse pas, encore une fois, que l'on vienne m'opérer pour ce problème-là. D'abord, une prévention des chutes efficace. Alors, dans ce domaine, il y a beaucoup de choses, encore une fois, que vous devez savoir. Et comme vous avez droit à une information loyale, transparente et objective, il faut vous dire très clairement ce que vous pourriez faire, car encore une fois, c'est vous qui décidez. D'abord, avoir des pieds en bon état. Le pied du retraité est aussi essentiel que le pied d'un diabétique ou d'un enfant en particulier qui apprend à marcher.
Et donc, pour avoir des pieds en bon état, eh bien, si jamais vous vous rendez compte que le mouvement, je me tourne un petit peu face à vous, mais le mouvement de flexion interne, comment dirais-je, rotation interne de la hanche vous est difficile pour vous occuper de vos pieds, n'hésitez pas à demander à votre médecin traitant de l'utilité ou non de voir un podologue ou un pédicure, par exemple 2-3 fois par an, pour vérifier que vos pieds sont en bon état. C'est essentiel, encore une fois, pour éviter les chutes. Quand je marche sur le sol, mon cerveau, en effet, a besoin de savoir si, sans arrêt, eh bien, il y a eu contact entre la plante de mes pieds et, naturellement, le sol. Si cet élément, encore une fois, n'est pas au rendez-vous, le cerveau, naturellement, peut intégrer ça et a raison comme étant un début de chute. Donc, avoir des pieds en bon état est tout à fait essentiel. Ensuite, ayez des chaussures, encore une fois, adaptées. Les chaussures sont tout à fait essentielles car il y a un point important à rappeler aujourd'hui, c'est que quand on est confronté à l'avancée en âge, vous n'y pouvez rien, moi non plus, il y a ce qu'on appelle une fonte musculaire qui notamment peut toucher, vous n'y pouvez rien, qui peut toucher notamment les muscles qui bordent comment dirais-je, les os de la jambe qu'on appelle naturellement les péronées latéraux car ils sont à côté du péroné. Ces péronés latéraux sont des muscles qui vont éviter les torsions de cheville. Quand vous êtes confronté à une fonte musculaire, vous risquez d'avoir des torsions de cheville involontaires en descendant l'escalier, en descendant un trottoir et de tomber. D'accord ? Méfiez-vous de ces fontes musculaires et surtout des chaussures adaptées. Donc, il est clair qu'un retraité doit de ce côté réfléchir, pourquoi pas, à l'idée de prendre des chaussures beaucoup plus adéquates et ne pas hésiter, par exemple, chez vous en particulier, à surtout, pourquoi pas, prendre des chaussures qui remontent bien sur la cheville avec des bandes velcro qui vous tiendront bien la cheville. Il y a différents types de modèles. J'ai évidemment aucune marque à vous citer, mais ce que je dis souvent à des retraités qui parfois hésitent, c'est les sportifs, vous savez, qui jouent au basket ont des chaussures qui ressemblent à ça, des baskets, et qui parfois montent, il y a des modèles qui montent bien sur la chaussure et sur la cheville. N'hésitez pas à réfléchir à ces chaussures à la maison pour éviter des chutes, car quand vous sortez dehors, ce sera un petit peu plus difficile, bien entendu. Pensez à cela. Que vous dire encore pour éviter les chutes ? Votre acuité visuelle est fondamentale. Quand on voit bien, on mémorise bien ce qu'on lit, bien sûr, mais on est quelqu'un qui va être capable de mieux appréhender l'endroit où je mets le bout de mon pied. Ça paraît évident. Appréhender la hauteur d'un trottoir à descendre, d'un escalier à monter ou à descendre. Eh bien, cette acuité visuelle aujourd'hui, on le voit chez les retraités, est normalement bien gérée, car vous avez souvent des ophtalmos qui vous suivent pour des fois en problème de cataracte, de glaucome ou d'atteinte de la macula liée à l'âge. Mais néanmoins, si vous avez autour de vous des retraités qui n'ont pas vu de médecin ophtalmo depuis au moins 2 ans, encouragez-les à consulter parce que le glaucome en particulier est un problème de santé publique qui est fréquent chez les retraités, qui concerne déjà 2 à 3 millions de nos retraités en France, avec à ce moment-là une atteinte de la vision périphérique, puis ensuite centrale, qui va considérablement gêner ensuite ce retraité pour naturellement faire une prévention des chutes. De votre côté, ces problématiques de chute ne vous intéressant pas, je vous invite, si c'est le cas, tant mieux, mais si ce n'est pas encore le cas, à inscrire dans votre programme de prévention une visite tous les 2 ans chez votre médecin ophtalmo pour éviter encore une fois ces petits problèmes. D'accord ? Que vous dire encore ? Sujet important aussi pour éviter les chutes, et en règle générale, quand j'en parle à ce moment-là, tous les yeux se lèvent au ciel. C'est la 3e patte qu'on tient à la main qui permet d'éviter une chute. Ça s'appelle, encore une fois, une canne. Eh oui. La canne, encore une fois, et je comprendrais très bien que éventuellement ça ne puisse pas forcément vous intéresser d'en porter une. Et à ce titre-là, je vous conseille, pourquoi pas, de réfléchir à l'idée de vous acheter une canne qu'on trouve dans les magasins de sport. Ce ne sont pas les cannes, encore une fois, je le dis, pour des retraités qui auraient un petit peu de difficulté à appréhender ce concept. Ce sont des cannes pour les jeunes que vous pouvez très bien. Elles sont légères, elles sont pliables, elles sont de jolies couleurs, que vous pouvez ensuite utiliser en n'ayant surtout pas omis de mettre au bout de la canne un embout en caoutchouc, d'accord ? Et quand même, vous pourrez vous promener tranquillement avec cette canne. En effet, je vous dis cela parce que lors de l'avancée en âge, et vous n'y pouvez rien, il y a parfois des petites latéraux, des mouvements latéraux pour parler français, ou en arrière, une rétropulsion qui peuvent faire chuter un retraité. Il n'est pas question qu'un retraité chute. La canne fait partie de cet ustensile qui permet d'éviter en particulier une hospitalisation. Vous avez autre chose à faire, d'accord ? Bien. Que vous dire encore pour la prévention des chutes ? L'aménagement de l'habitat, nous l'avons déjà dit, pensez-y, c'est important. On a encore des retraités qui se font piéger en matière, d'avancée en âge et qui ne réussissent pas forcément, c'est le moins qu'on puisse dire, cette étape de leur vie parce que une chute est survenue à la suite d'une entrée ou d'une sortie de la baignoire en particulier. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Je ne vais pas avoir le temps de vous en parler après si vous le souhaitez, mais en tout cas, aménager cet habitat, c'est essentiel pour vous donner toutes les chances de rester autonome
autonome, de continuer à faire ce que vous voulez quand vous voulez, notamment de défendre votre droit à rester à votre domicile. C'est important, nous en avons parlé. D'accord ? Que vous dire pour la prévention des chutes? Grand sujet aussi, c'est si vous êtes concerné, toujours encore une fois dans ce guide de bonnes pratiques personnelles, si vous êtes confronté à éventuellement l'usage de somnifères, c'est de vous poser la question et d'en parler avec votre médecin traitant. Les somnifères sont des médicaments, comme vous le savez, qui sont en tête dans les causes de chute chez nos retraités. Et dans ces conditions, si vous prenez un somnifère, encore une fois, ne soyez pas inquiets. Mais néanmoins, il est vrai que quand on fait une prévention des chutes efficaces, un somnifère n'est pas forcément le bienvenu sur l'ordonnance. Mais s'il y est, il faut en parler avec votre médecin pour mettre en place, bien sûr, les autres axes que je vous ai cités. Mais ça n'empêche pas, lors de cette discussion avec votre médecin traitant, de vous demander, est-ce qu'éventuellement, docteur, vous pensez que vous pourriez m'aider à arrêter ce médicament pour dormir? Ce qui suppose aussi de savoir pourquoi vous l'avez commencé, bien entendu, car en effet, lors de l'avancée en âge, le sommeil souvent va se modifier. Et des retraités, oui, je vois une personne qui lève les yeux au ciel, vous voyez, bien sûr. Et comment dirais-je, cette modification du sommeil fait que des retraités se retrouvent confrontés la nuit à de magnifiques plages horaires de réflexion nocturne, d'accord, où souvent les idées noires commencent à prendre le dessus. Et vous avez tout à fait raison de dire dans ces conditions, moi docteur, je préférais dormir quand même. Vous avez tout à fait raison. C'est surtout dramatique chez des retraités qui, pendant la journée, sont en plein isolement social. Vous comprenez ? Si en plus de ça, ils ont des tranches horaires nocturnes où cet isolement, évidemment, est à nouveau présent et où d'autres soucis surviennent, c'est un petit peu difficile à gérer. Ce n'est pas comme ça qu'on va réussir cette étape de la vie qui est naturellement l'avance en âge. Donc, je crois que pour la prévention des chutes, c'est le devoir de tout acteur en gérontologie de bien rappeler que les somnifères sont des facteurs de risque de chute importants et que si vous en prenez, je vous invite à en discuter avec votre médecin traitant. Je rappelle que souvent, pas toujours, mais souvent, nous attendons, nous, de la part des personnes qui prennent des somnifères, une motivation pour pouvoir faire à ce moment-là un sevrage. D'accord ? Le sevrage sera d'autant plus productif et efficace que la personne est motivée. Donc, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin traitant. Que vous dire encore sur la prévention des chutes? J'en ai déjà dit pas mal. Il n'en restait pas moins qu'un des grands facteurs importants aussi, il faut être prudent dans le lever trop rapide du fauteuil ou du lit. Je pense que votre médecin vous l'a peut-être déjà dit ça. Pourquoi? La raison, elle est simple. Quand je vous mets debout trop vite, quand j'ai 30 ans, quand tout se passe bien, eh bien le sang veineux que j'ai dans les mollets remonte suffisamment vite vers le cœur, qui dans ces conditions, recevant suffisamment de sang, va pouvoir, pour simplifier, envoyer suffisamment de sang ensuite au niveau artériel pour bien irriguer le cerveau humain. Bon. Mais quand j'ai par exemple 72 ans, eh bien ce système de régulation, c'est un réflexe particulier, le baroréflexe, ce système de régulation est moins performant. Donc, quand je me lève trop vite pour aller répondre au téléphone, ou ouvrir la porte parce que c'est le postier qui arrive, en particulier, attention, en me levant trop vite, je peux avoir une minime variation de tension artérielle qui peut favoriser une instabilité aboutissant à une chute. Donc de votre côté, comme vous n'êtes pas du tout intéressé naturellement par ce type, encore une fois, d'avance en âge, je vous invite à réfléchir à l'idée, non pas de vous lever tranquillement en deux temps, du lit ou du fauteuil, quoique ce serait l'idéal, mais pourquoi pas à réfléchir à avoir à votre domicile des téléphones sans fil que vous mettez ensuite dans votre poche pour pouvoir répondre au téléphone sans vous précipiter vers le buffet de la cuisine où se trouve le téléphone filaire. Vous me suivez ou pas? D'accord ? Deuxième point, à demander au Pactarim comment, par exemple, installer sur le pourtour de votre porte des petits interphones qui font que, à l'autre bout du fil, naturellement soigneusement disposés, pas dans la pièce, mais sur le pourtour des plaintes, vous répondez tranquillement, bougez pas, j'arrive tout de suite, d'accord, plutôt que vous précipiter. Prévention quand tu nous tiens, finalement. C'est ça aussi, réussir son avancée en âge, c'est ne pas être dérangé, pollué par tous ces événements qui font que tous mes projets vont éventuellement être, piratés. Vous comprenez ? Donc pensez encore une fois à cet aspect des choses importants qui est naturellement l'aménagement de cet habitat pour justement éviter ces chutes un petit peu parfois stupides qui peuvent aboutir à une totale opposition à votre projet initial. Que vous dire encore sur cette prévention des chutes? Je crois que j'ai dit l'essentiel, me semble-t-il. Il nous reste encore 15 minutes, donc je vais pouvoir parler d'autres éléments avec grand plaisir. Nous avons vu la
que pour réussir son vieillissement, cette belle étape de la vie, j'ai besoin d'avoir, évidemment, nous l'avons vu, des informations, notamment au niveau social. Vous vous en souvenez, j'en ai parlé. Nous avons vu la prévention de la dénutrition, de la déshydratation, du mauvais usage du médicament. Nous avons pris aussi le temps de parler de la prévention des chutes. Les autres paramètres sur lesquels je voudrais vous parler, encore une fois, c'est important pour réussir son avancée en âge, car il y a beaucoup de retraités qui malheureusement en parlent. Il faut en parler donc de façon loyale et transparente. Ce sont parfois les conflits dans la famille, les conflits avec les enfants. Alors, à ce sujet-là, il faut en parler parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup dans ce pays d'aide aux aidants. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce terme. Aide aux aidants, évidemment, tout à fait justifiée. Vous n'imaginez pas la souffrance de certains aidants familiaux lorsqu'ils ont à gérer en particulier, à la maison en particulier, eh bien, des retraités qui, de leur côté, ils n'y peuvent rien, ne peuvent plus exprimer leur volonté, et pour cause, puisqu'ils ont des troubles, des fonctions intellectuelles tout à fait importants. Ces aidants familiaux sont souvent très fatigués, sont souvent parfois dépressifs, et on aboutit parfois à des situations tout à fait dramatiques de maltraitance dans notre pays. D'accord ? Il faut savoir aussi en parler de cela. Tant que j'y pense, si de votre côté, vous avez autour de vous des personnes qui estiment être confrontées à la maltraitance, le conseil que vous pouvez leur donner, c'est qu'il y a un numéro de téléphone unique en France, vous le connaissez sans doute, non? C'est le 39 77. Vous ne le connaissiez pas, ce numéro de téléphone? Le 39 77, numéro de téléphone national, où un retraité va avoir au bout du fil, du lundi au vendredi de 9h à 19h, c'est précis, et bien une personne qui pourra discuter avec elle de façon anonyme, encore une fois l'anonymat est respecté, pour savoir si ce retraité, éventuellement confronté à une maltraitance, il est encore une fois confronté, et surtout qu'est-ce qu'il peut faire, comment encore une fois il peut être aidé, entouré pour essayer de lever le terrible fardeau qui naturellement l'afflige. Donc retenez ce numéro de téléphone 39 77. Pour revenir aux enfants, vous avez eu un thème, un sujet, le père m'en parlait avant de commencer, il y a quelques années ou l'année dernière, sur, encore une fois, la place du retraité dans ce monde de jeunisme absolu, me semble-t-il. C'est un sujet passionnant qui vous a été traité. C'est un sujet d'autant plus passionnant qu'il a malheureusement des conséquences en matière de regard qu'ont nos propres enfants sur l'avancée en âge. Quand on regarde tranquillement et de façon objective, eh bien, ce que disent les enfants, encore une fois, de l'avancée en âge, ils disent souvent que, de leur côté, ils sont eux-mêmes très inquiets d'avancer en âge. En témoigne, par exemple, un signe important, c'est le nombre, encore une fois, et je cite souvent ça dans mes conférences, le nombre, encore une fois, de kilos de crème anti-rides qui sont vendus dans ce pays. Témoin, encore une fois, que l'avancée en âge, semble-t-il, serait, encore une fois, fortement déconseillée, semble-t-il. D'accord ? Quoi qu'il en soit, nos enfants évoluent, et vous le savez bien, et même nos petits-enfants, dans ce monde d'aujourd'hui tellement global et tellement ultra rapide, avec Internet, que lorsqu'un problème se pose, il faut que j'ai la réponse tout de suite. Vous avez en effet, j'espère que vous avez de votre côté aussi souvent accès à Internet. Vous avez des outils sur cette technologie qui permettent d'avoir une réponse très rapide à une question précise. Alors parfois la réponse n'est pas forcément la bonne, mais en tous les cas, il y a une ébauche de questions. Ça va très vite. Nos enfants, quand ils vont nous regarder encore une fois, nous, dans l'avancée en âge, eh bien, sont des femmes ou des hommes qui aussi, lorsqu'il y a un problème, veulent une réponse tout de suite. La problématique, c'est que les retraités sont des femmes et des hommes qui ne demandent pas forcément de l'aide à leurs enfants. D'ailleurs, vous dites souvent, je ne veux pas être un poids pour mes enfants. Avancer en âge convenablement, être quelqu'un qui évolue positivement dans son étape de sa vie, ça oblige aussi à parler de la bonne gestion de ses enfants et de la prévention de l'épuisement potentiel. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, à peu près 65 à 70% des placements des retraités, donc je quitte mon domicile, sont dus à des décisions familiales. Il est bien sûr évident que dans ce lot se trouvent naturellement des familles qui, face à un retraité, notamment ne pouvant plus exprimer sa volonté, présentant des troubles des fonctions intellectuelles, eh bien ces familles vont prendre la décision, pour protéger ce retraité, d'envisager bien sûr l'arrêt du maintien de domicile. Ça paraît évident. Mais néanmoins, il y a, comment dirais-je, des retraités qui parfois, eh bien, sans forcément le dire, sans forcément le clamer, sont parfois un petit peu inquiets de savoir s'ils pourront rester à leur domicile. J'espère que vous ne faites pas partie de ces retraités, mais néanmoins, ça c'est une très bonne situation, un très bon fondement qui, surajouté à d'autres problèmes, peuvent faire germer une belle dépression. Gênant à ce moment-là, ce retraité qui, dans ses projets, va voir ses différentes envies, ses différents projets s'effondrer les uns après les autres.
Donc la prévention de l'épuisement, encore une fois, de la crainte de ces enfants de se voir avancer en âge est importante. Et moi je dis souvent qu'un retraité, d'ailleurs j'en parlais tout à l'heure au tout début de notre intervention, je disais qu'il était intéressant que vous puissiez vous rendre dans les CLIC ou les CCAS, vous vous souvenez, d'accord? Bien. Pourquoi? Parce que vous allez ainsi, si vous le voulez bien, pourquoi pas, réfléchir avec les informations qui vous sont données, de ce que vous dira aussi votre médecin traitant, pourquoi pas de cette intervention d'aujourd'hui au Bernardin, et bien de construire une sorte de dossier de réussite de mon maintien à domicile. Dossier que je vais, encore une fois, pour réussir cette étape, me constituer progressivement, car il faut des outils pour travailler, et ce dossier comprendra plein d'informations. Comment je peux aménager mon habitat? Qu'est-ce que c'est qu'un fauteuil tournant de baignoire? Qui rembourse le coût? Comment on l'installe? Qu'est-ce que, par ailleurs, je peux demander en matière de téléassistance? Vous savez, ce petit boîtier à mon domicile. Bref, je sais tout sur tout, à la limite. Je me suis bien renseigné. Et partant de là, sur ce domaine-là, comme sur d'autres domaines en matière de gestion de mes ordonnances, mes prises de sang, tout mon dossier est encore une fois opérationnel. Et je peux à ce moment-là, et je vous le propose, eh bien de dire à vos enfants, et vous, où est-ce que vous en êtes, vous, s'agissant de votre vieillesse à venir? Comment vous la voyez? Vos enfants ont déjà dépassé en moyenne 50 ans, donc ils sont déjà confrontés, comment dirais-je, à différents éléments qui peuvent survenir. Une cataracte débutante, par exemple, d'accord? Eh bien, c'est pas à 50 ans, ça peut arriver. Un glaucome aussi, par exemple, pour prendre le domaine ophtalmo. Et profite un petit peu de cela pour leur demander, et toi, comment tu conçois ton avance en âge, toi? Ça, c'est important parce que, eh bien, vos enfants pourront vous entendre dire ensuite, ben voilà, moi j'ai réfléchi à tout ça et comme je veux parfaitement bien réussir cette étape de ma vie, je suis quelqu'un qui a constitué un dossier de maintien à domicile réussi et vous dites à vos enfants, si un jour toi tu veux des conseils, viens me voir, je te dirai comment j'ai fait puisque je réactualise sans arrêt cet outil. Ça permet de faire une prévention efficace, encore une fois, de vos enfants qui vous aiment tellement que d'un côté, eh bien, ils souhaitent vous porter assistance, ils estiment que les choses ne vont pas, et malheureusement, ils vous aiment tellement qu'ils ne se rendent parfois pas compte que rentrant, alors que vous ne leur avez pas forcément demandé, naturellement. Si vous leur demandez, c'est différent. Ils ne se rendent pas forcément compte que rentrant dans votre espace décisionnel, quelque part, eh bien, ils viennent naturellement affronter une liberté essentielle, qui est celle pour vous de décider de ce que vous voulez quand vous voulez. Et en plus de ça, et surtout, eh bien, cette démarche de nos enfants se fait souvent, même s'ils sont très dignes, vous aussi. Ils ont du mal à cacher leurs angoisses et leurs difficultés à venir vous parler de ces sujets-là. Or, comme vous les connaissez parfaitement bien, vous savez parfaitement repérer cette angoisse débutante, et vous, ça vous fait mal quelque part. Et souvent, vous allez involontairement parfois avoir du mal à suivre un petit peu la discussion qui vous est proposée, provoquant parfois des tensions, des incompréhensions de la part de vos enfants. C'est trop compliqué tout ça, trop compliqué. La prévention, encore une fois, est importante, de discuter avec l'autre, avec nos enfants, de savoir aborder ce sujet-là de façon tout à fait libre. Et rien de plus merveilleux que de voir un papa ou une maman retraité qui parle aussi, dans son rôle d'éducateur qui continue, qui parle aussi de l'avance en âge avec ses enfants qui sont complètement, encore une fois, eh bien, confrontés à cette société de jeunisme que le père me décrivait tout à l'heure, encore une fois, qui fait qu'avancer en âge pose véritablement trop de problèmes, semble-t-il. Il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de médias parlent peu, ont très peu de reportages sur la réussite de beaux projets menés par des retraités, pas forcément jeunes, même à 95 ans, d'accord, qui, de leur côté, participent à de magnifiques actions. Ils réussissent leur avancée en âge et sont des femmes et des hommes qui, de leur côté, eh bien, ont notamment suggéré la bonne gestion de leurs enfants. C'est aussi un paramètre sur lequel on n'insiste pas assez dans ce pays, je le regrette, et sur lequel je voulais, avec vous, encore une fois, débattre avec grand plaisir. D'accord ? Que vous dire encore, mon père, vous m'arrêtez si vous avez des questions à me poser. Que vous dire encore sur, encore une fois, la façon de réussir cette avancée en âge? Eh bien, c'est d'insister sur le dépistage par le retraité lui-même de différents problèmes de santé qui pourraient venir, encore une fois, eh bien, bloquer cette avancée en âge de façon sereine. J'entends par là les accidents vasculaires cérébraux. L'assurance maladie s'est fait l'écho d'une campagne dans ce pays il y a de nombreux mois sur le sujet. Je me permettrai modestement d'en être le relais. Je veux dire par là qu'un retraité doit connaître ces petits signes qui font que, et je vous le rappelle, eh bien, l'an passé, eh bien, 170 000 personnes en France ont été touchées par un accident vasculaire cérébral, dont 75% ont gardé des séquelles. C'est la première cause de handicap moteur en France, il faut le savoir. En tout cas, chez l'adulte, handicap chez l'adulte de façon globale. Première cause.
Deuxième cause, il faut le savoir aussi, eh bien, d'atteindre des fonctions intellectuelles. J'insiste là-dessus parce que, évidemment, l'étape essentielle de ma vie, qu'est l'avance en âge, passe par le fait de savoir bien gérer naturellement mes fonctions intellectuelles. Ça passe par le fait de faire une prévention efficace des AVC. Je pense que c'est un sujet essentiel. Alors, rapidement, je vous invite à prévenir votre médecin rapidement si de votre côté, vous êtes quelqu'un qui, soudainement, c'est un accident, c'est brutal, soudainement, vous ressentez par exemple une gêne, pas forcément très sévère, d'un membre supérieur ou inférieur à remplir sa fonction. Marcher vous devient difficile, c'est survenu brutalement, d'accord? Et ça ne va pas durer très longtemps, ça peut durer par exemple 10 secondes, d'accord? Après, ça revient à la normale. Idem si vous avez, il nous reste 5 minutes, idem si vous avez, comment dirais-je, par exemple, une sensation d'avoir des brûlures fugaces comme ça dans le membre supérieur droit ou gauche, ou dans une jambe en particulier. C'est brutal, puis ça va tout doucement disparaître par la suite. Idem si vous avez un trouble visuel, à savoir un déficit visuel brutal, c'est pas paru tout doucement, c'est brutal, au niveau d'une partie du champ visuel, au niveau d'un œil. Alors ça peut être la moitié haute, la moitié inférieure, ou une part de camembert, d'accord, pour parler simplement. Et bien là, encore une fois, ça peut être aussi un petit accident vasculaire cérébral. On appelle ça des accidents ischémiques transitoires, les fameuses AIT, accidents ischémiques transitoires. Il y en a aussi d'autres, notamment en particulier un vertige vraiment brutal qui démarre. J'ai vraiment le sentiment, classiquement le plus souvent, d'être dans un manège qui tourne et petit à petit, ça va disparaître. Un retraité qui sera mal informé, quelqu'un qui pourra toujours mettre ça sur le plan de l'arthrose du cou, de je ne sais pas quelle cause, alors que c'est un authentique accident vasculaire cérébral. Un retraité, encore une fois, peut être confronté à ces problèmes de santé qui peuvent survenir sans aucun facteur de risque aussi. Vous savez que les facteurs de risque d'AVC sont bien connus. C'est un diabète, une hypertension déséquilibrée, un problème également de cholestérol beaucoup trop important, des antécédents familiaux naturellement de maladies cardiovasculaires, par exemple. Des retraités, malheureusement, n'ont rien de tout cela et peuvent avoir malheureusement un AVC. Mais le plus souvent, ces facteurs de risque sont là au rendez-vous. N'hésitez pas à savoir repérer ces petites anomalies pour en parler tout de suite à votre médecin traitant. C'est tellement magnifique de voir un retraité qui appelle pour dire « Docteur, moi j'ai envie de positiver mon avancée en âge. J'ai envie de réussir tous mes projets. J'ai bien retenu ce que vous avez dit sur tel ou tel sujet en matière de campagne même nationale de prévention. Tac, j'ai eu ça hier. Je vous appelle tout de suite. Il faut appeler plus vite quand même. Bon, j'appelle tout de suite et mon médecin me dira « Bon, attention, ça ressemble à quelque chose qui ne m'inquiète pas, mais il va falloir peut-être aller voir plus avant ce qu'il en est. » Et c'est comme ça qu'on évite ainsi des drames par la suite. Vous comprenez, c'est essentiel. Il ne s'agit pas globalement, et pour conclure, d'être quelqu'un qui va, manquer de façon délibérée dans une psychose, si vous voulez, de la maladie quelle qu'elle soit. Pas du tout. Moi, je positive mon avancée en âge, je prends les bons outils, je reste quelqu'un qui va renforcer son capital santé par tous ses conseils, et bien sûr celui de mon médecin traitant. Et je suis quelqu'un qui va, chemin faisant, en mettant en place de ces éléments précis, va réussir l'ensemble des projets qui sont les miens. Notamment, encore une fois, le fait de savoir échanger avec mon médecin traitant, encore une fois, sans aucune peur, sans aucune crainte. Toute question est une bonne question. D'accord ? Bon, voilà ce que je voulais vous dire, encore une fois, en synthétique, sur la façon de réussir cette étape de votre vie, qui est l'avance en âge. Continuez à avoir, pour résumer, plein de projets. Soyez pas débordés, mais soyez bien occupés. Je dis souvent, soyez ingérables. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne doit pas savoir ce que vous faites, ce que vous voulez, quand vous voulez. Vous n'êtes pas n'importe qui, soyez ingérables. Gardez cette liberté, encore une fois, qui est la vôtre, malgré le handicap qui vous frappe. Ne soyez pas, inquiet du futur, dans la mesure où cette prévention est faite. Vous pouvez très bien rester entouré, accompagné par de multiples personnes dans votre environnement social, et aussi médical bien sûr, mais je l'espère le moins possible au niveau médical. Restez des femmes et des hommes donc très occupés, des femmes et des hommes qui gardent des projets et qui, de leur côté, savent qu'il y a une prévention efficace que nous avons un petit peu abordée ensemble à travers cette réunion de cet après-midi. Et en sachant que des outils aussi sociaux existent pour vous éviter éventuellement d'être quelqu'un confronté à l'isolement social. Donc vous le voyez, l'avance en âge, pour conclure, ce n'est pas une maladie, d'accord ? C'est pas quelque chose qui est une avance, une sorte d'avance prématurée finalement vers la mort. Pas du tout. L'avancée en âge peut très bien, et fort heureusement se fait de plus en plus maintenant en France, par des retraités de façon très positive, avec un regard positif, de façon très bien organisée, disciplinée, avec les bons outils qu'il faut connaître. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui.
Docteur Guillaume Besse, un grand merci de nous avoir aidé à comprendre qu'il fallait réussir son avancée en âge et pas subir. Absolument. Et donc, eh bien, pour chacun d'entre vous ici dans l'auditorium des Bernardins, comme pour vous les téléspectateurs, je n'ai qu'un souhait, bon vieillissement. Merci. Et bonne route. À la prochaine fois. Merci, mon père.